Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. On ne peut pas dire que la Suisse soit célèbre par ses malfaiteurs et ses criminels. Quand on parle de la Suisse, on pense lac, pente enneigée, léger accent. On évoque le goût de la vie tranquille et le silence. Or, ce matin du 30 mai 1959, la police de Bâle est en émoi. La prison du canton vient de signaler l'évasion de 2 malfaiteurs. Le gardien est incapable de dire à 2 heures près à quel moment les 2 hommes ont pris la fuite. Alors où les chercher? Sont-ils à pied? Avaient-ils organisé leur évasion avec des complices venus les attendre à proximité de la prison? Le signalement dont on dispose est un peu vague. L'un des 2 hommes serait nettement plus âgé que l'autre et boiterait légèrement. On leur prête des mœurs douteuses. Le directeur de la prison ajoute que l'un d'eux est un homme violent et dangereux. Il faut les retrouver. Prévenez les patrouilles, dit l'inspecteur. Avertissez les autres cantons qu'on vérifie les identités de tous les hommes à l'allure douteuse, en particulier de ceux qui boitent. Quelques heures plus tard, aucune nouvelle des évadés, mais la gendarmerie de Spiš, une petite ville des environs, signale le vol de 2 bicyclettes. On intensifie les recherches dans la région de Spiš. Rien n'indique que les évadés de la prison soient les voleurs des vélos, mais la correspondance temps-distance permet de lier les 2 faits. Il s'agit le plus rapidement possible d'intercepter 2 individus nuisibles dont l'un est signalé particulièrement violent. La journée, effectivement, ne se terminera pas sans violence. Connaissez-vous le lac de Thun aux environs de Spiš? Non? Alors vous ne connaissez pas non plus l'îlet de Thun, et c'est dommage. C'est un bien joli endroit. Une petite presqu'île, en fait, formée par une rivière se déversant dans le lac, et le canal qui conduit les bateaux jusque vers la gare. Rivière et canal se rejoignent à la pointe de l'îlet, et les rives des 2 cours d'eau, verdoyantes à souhait, abritent de petites maisonnettes à jardin, et forment un lieu rêvé pour promenade d'amoureux ou refuge de clochards et poivreaux. La vie est douce sur les bords de l'îlet. On s'y couche généralement tôt, comme dans les campagnes, on s'y lève tôt aussi, et si dans la nuit quelqu'un croit percevoir un bruit insolite ou un gémissement, personne ne s'en inquiète pour autant, ou bien c'est un brave homme qui a abusé du fendant, ou bien c'est un couple qui n'a pas envie d'être dérangé. Donc en cette nuit du 30 au 31 mai 1959, comme les autres nuits, les riverains de l'îlet de Thun dorment en paix et la conscience en repos. Vers minuit, soudain, à un pas régulier sur le quai succèdent des appels au secours répétés. Et des volets s'ouvrent, des têtes incrédules apparaissent aux fenêtres, un homme est là, debout, un corps étendu à ses pieds. « Vite, à l'aide, un accident! Cet homme est en train de mourir !» Quelques instants plus tard, un petit groupe endormi, éberlué, affolé, se retrouve sur le quai devant un homme étendu dans une mare de sang, râlant et sans connaissance. Je rentrais chez moi tranquillement et tout d'un coup, j'ai vu ça. Et chacun de dire son mot. « Mais il faut appeler l'hôpital, dit l'un. Il vaut mieux prévenir la police, dit un autre. Ils enverront une ambulance. J'habite en face, je vais téléphoner. » On a rarement l'occasion d'appeler la police dans ce petit coin tranquille, à la rigueur la police cantonale, mais pas la police criminelle. La cantonale alertée arrive avec une ambulance. L'homme est très grièvement blessé. Personne parmi les témoins ne peut l'identifier. D'ailleurs, cela peut attendre, il faut d'abord le soigner. On l'embarque dans une ambulance, direction l'hôpital, et tout le monde retourne se coucher. Tout de même, qu'est-ce qui a pu provoquer un accident pareil dans ce coin si tranquille? À l'hôpital, l'homme ne reprend pas connaissance. On fait l'inventaire de ses poches. Il s'appelle Walter B., 34 ans. Il est technicien radio, domicilié à Spiš. Pas trace de billets de banque, ni de la moindre pièce de monnaie, pas d'agenda non plus. Juste une note au crayon dans son portefeuille vide, qui donne à penser qu'il a des relations, disons, étroites, avec un garçon d'étage d'un hôtel de Thun. Les 2 hommes de la police cantonale s'interrogent. Ce n'est visiblement pas un accident. Alors une bagarre, une agression? Et si l'homme ne s'en sort pas, un crime? Et si c'est un crime, ce n'est pas l'affaire de la police cantonale, c'est celle de la criminelle? Et oui, que de temps perdu.
La criminelle intervenue sur le champ aurait examiné le terrain, pris des photos de la position du corps, recherché des indices immédiats. Rien de tout cela n'a été fait. On s'est peut-être privé d'indices essentiels. À 2 heures du matin, quand 2 policiers de la criminelle arrivent sur les bords de l'îlet, seule une mare de sang rappelle qu'il s'est passé là quelque chose. Minuit, 2 heures du matin, s'il y a eu tentative de crime, l'agresseur a eu largement le temps de faire disparaître les traces de son forfait et d'organiser sa fuite. Ça l'histoire. Dans l'obscurité, à la lueur de torches, les policiers de la criminelle examinent la flaque de sang. Il y a là des éclats d'eau du crâne et des débris de matière cervicale. Le choc a donc été d'une extrême violence. On ne se blesse pas de cette façon en tombant. L'hypothèse de l'accident est définitivement écartée. Mais qui dit crime dit arme du crime. On n'en trouve trace nulle part. On ne sait même pas à quoi elle pourrait ressembler. À l'hôpital, les médecins décident de tenter sur le blessé une opération d'urgence. Sur la demande de la police, un médecin légiste y assistera. Il est le seul à pouvoir déceler à l'examen des blessures des indices susceptibles de faire avancer l'enquête. 5 heures du matin. La police est informée effectivement que la victime a reçu près de 14 coups sur le crâne, des coups assénés sans doute avec un marteau ou une hache. La moindre des choses. L'état très précaire du blessé ne permet pas de pousser plus loin l'examen. Un marteau ou une hache. On appelle à croire, n'est-ce pas, que 14 coups de marteau ou de hache sur le crâne puissent laisser un homme vivant. Ordre de priorité, les policiers font alerter toutes les polices des cantons environnants. Il faut empêcher le criminel de quitter le pays. Et puis ils décident de retourner sur les lieux, accompagnés cette fois de leurs meilleurs chiens. 2 objectifs, effectuer ou essayer d'effectuer une reconstitution et mettre le chien sur la piste. 2 objectifs, oui, mais 2 échecs. Ceux des riverains qui ont vu Walter B. avant son transfert à l'hôpital n'ont, vous le savez, que des souvenirs assez flous. Ils ont eu à peine le temps de se réveiller qu'on emportait déjà le blessé. Sur la position du corps, les témoignages concordent à peu près. Par contre, sur l'état vestimentaire de la victime, c'est plus contradictoire. Sa chemise et sa veste étaient tirées vers le haut, disent les uns. Non, c'est son pantalon qui avait glissé, disent les autres. Il n'y a souvent rien de plus décourageant, c'est bien connu, que les témoins de bonne volonté. Moi, dit pourtant une femme, j'ai vaguement entendu du bruit vers 23h30. J'ai entrouvert un volet, mais je n'ai rien vu de suspect. Juste 2 silhouettes qui s'éloignaient rapidement en direction de la pointe de l'îlet. Mais je pourrais pas vous dire à quoi elles ressemblaient. Oh, c'est courant des promeneurs par ici. 2 silhouettes. Pour des coups portés avec une telle violence, il est bien possible qu'il s'y soit mis à 2. Le chien policier de son côté ne trouve rien. Il a plu à verse depuis minuit, toutes les pistes sont brouillées, les hommes et l'animal rentrent bredouille. Au quartier général de la police, on fait le point des événements des dernières 24 heures. 2 évasions de malfaiteurs hier matin, 2 bicyclettes volées à Spice quelques heures plus tard, et la nuit dernière, une agression criminelle. Pour une petite ville où il ne se passe jamais rien, c'est beaucoup. De l'évasion et du vol de vélo, aucune nouvelle. Sur l'agression, peu d'indices, sauf peut-être quelques précisions concernant la nature de l'arme du crime, et puis les 2 silhouettes dans le lointain. Maigre butin pour ce début d'enquête. Aux premières heures du jour, les policiers se présentent au domicile de Walter B. à Spice. Une chambre toute simple, toute propre. Sur les murs, des photos de nus, des croquis, confirment au premier coup d'œil l'hypothèse d'homosexualité. Vous vous souvenez, la petite note au crayon trouvée dans le portefeuille du blessé. Oui, monsieur Walter recevait bien des jeunes gens de temps en temps, dit la logeuse. Mais vous savez, moi, tant qu'il n'y a pas de scandale, que personne ne se plaint et que le loyer est payé... Ah non, ça je sais pas du tout, il est allé hier soir. Vous savez, moi, si on me dit rien, je demande pas, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a, Josette? Tu vois bien que je cause avec ces messieurs. Moi, je l'ai vu hier soir, monsieur Walter, maman. Même qu'il m'a acheté un billet de loterie pour la fête de l'école. Il voulait en prendre 2, mais il n'avait pas assez de monnaie. Il n'avait qu'un billet de 500 francs. 500 francs suisses, n'est-ce pas? Il avait donc une somme relativement importante sur lui, ce soir-là, cet homme que l'on a retrouvé sans un sou. C'était le jour de la paix. Et quelle heure était-il, Josette, s'enquiert le policier? Je sais pas, moi. On était dans le hall de la gare. Il pouvait être 6h30, 7h? 6h30, 7h. Et l'agression avait dû avoir lieu vers 11h30 du soir. Que s'était-il passé entre-temps?
Ah, bien sûr, des passants avaient pu voir Walter montrer à la fillette son billet de 500 francs, le suivre à sa sortie de la gare et l'attaquer pour le voler. Mais il leur aurait fallu tant de temps? Les policiers réfléchissent, les photos sur les murs de la chambre de Walter, les coordonnées de ce garçon d'étage de l'hôtel de Thun. Ben oui, il connaît bien M. Walter, le garçon de l'hôtel. Enfin, il le connaît, disons plutôt qu'il lui rend des petits services de temps en temps. Hier, par exemple, il lui a fait rencontrer 2 Italiens. Ils avaient rendez-vous au buffet de la gare. Ah, il ne faut rien négliger, surtout quand il s'agit de cette partie de l'emploi du temps de la victime, qui reste un point d'interrogation. Les 2 Italiens sont retrouvés, sans difficulté. Ils habitent l'hôtel. Oui, ils ont passé un grand moment hier soir avec Walter B. Ils ont bu un verre, peut-être même 2. C'est Walter qui a payé. Et puis ils se sont séparés à 22h40, très exactement, car les 2 hommes attendaient un ami au train de 22h45. Alibi confirmé, irréfutable. Et pas plus que les Italiens, le personnel du buffet de la gare ne peut dire dans quelle direction est allé Walter à 22h40. C'est désespérant. Au QG de la police criminelle, le bilan des enquêtes est piteux. Pas de nouvelles des évadés, aucune trace des vélos. Et l'on n'est pas beaucoup plus avancé sur le drame de l'îlet de Thun. Alors, à 8h du matin, les policiers décident de donner l'alerte publiquement, tout azimut. Appel à la population par voie de presse, de radio, priant toute personne pouvant fournir un quelconque renseignement sur l'agression de se faire connaître. Enquête auprès des teinturiers, des blanchisseries. Leur aurait-on apporté ce matin des vêtements tachés de sang. Enquête enfin naturellement sur les lieux de travail de Walter, où sont particulièrement étudiés les alibis des homosexuels et des ouvriers ayant déjà fait l'objet de condamnations. Ah, voyez-vous, on a toujours raison de faire appel au concours du public. Un riverain se présente, il apporte à la police l'arme du crime. Il vient de la trouver dans son jardin, à 10 mètres à peine du lieu de l'agression. C'est bien un marteau. Un marteau de 1,1 kg, encore plein de sang, de cheveux, de terre. La police le fait aussitôt photographier pour affichage dans toute la région. Avis à la population, à qui appartient cette arme? Où l'a-t-on volée? Une dame aussi vient faire une déclaration spontanée. À l'heure du crime, elle se trouvait dans sa voiture en stationnement dans une rue toute proche du lieu du crime. Vers minuit, elle a vu passer 2 hommes courant dans l'obscurité en direction de la gare, les 2 silhouettes déjà signalées. L'un des hommes était jeune, ajoute la dame, et courait facilement, mais l'autre, la quarantaine environ, traînait la jambe, suivait difficilement et portait des chaussures très lourdes. Le voile se déchire. La lumière est au bout du tunnel. Les 2 agresseurs sont sans nul doute les évadés de la prison recherchés depuis la veille et dont on sait, rappelez-vous, que l'un est nettement plus âgé que l'autre, qu'ils boitent et que tous 2 sont probablement homosexuels comme Walter. Une découverte ne venant jamais seule, toutes les questions trouvent leur réponse en même temps. La police de Bâle fait savoir que les 2 évadés viennent d'être arrêtés au moment où ils allaient passer en Allemagne. Ils étaient en train de jeter leur bicyclette volée dans le Rhin. La criminelle de Thun respire. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Le plus jeune des fugitifs est en pantoufles, l'autre nettement plus âgé boite de la jambe gauche des suites d'une poliomyélite. En sortant de la prison, il avait volé des chaussures de ski et marche difficilement. Sur les mains et les vêtements du plus jeune, des traces de sang évidentes. Comment les expliquez-vous? Demande un policier. Il ne les explique pas. Qu'importe, les policiers tiennent leur coupable, ils vont avouer, c'est une question de temps. Une confrontation avec Walter B. pourrait accélérer les choses, mais il n'en est pas question, la victime n'a toujours pas repris connaissance. D'emblée, les 2 accusés nient formellement avoir quoi que ce soit à voir avec le crime de Thun. Il va falloir le prouver, menacent les policiers. Eh bien, ils le prouvent. C'est vrai, le matin, ils étaient à Spies, ils y ont volé les vélos. Et puis, ils se sont réfugiés jusqu'à la nuit chez des amis à Bâle. Ensuite, ils sont allés camper dans les bois vers 23h. Et ils ont d'ailleurs croisé en route la Volkswagen beige de la police locale. Et puis, il s'est mis à pleuvoir. Alors, ils ont cherché un abri dans une grange abandonnée. Et ils ont croisé une Renault avec remorque qui s'est arrêtée devant une ferme isolée. Enfin, ils ont repris leur route, et il faisait encore nuit quand, dans une petite ville à 30 km de Thun, ils ont vu un grand autocar rouge chargé des touristes dans la cour d'une usine à poudre. 2 kilomètres plus loin, ils ont croisé un auxiliaire de la Croix-Rouge en uniforme sur sa moto. Les policiers sont confondus, tous les indices concordés. Mais tous les alibis sont vérifiés,
est confirmée. Les deux évadés ne sont pas les auteurs du crime. Leur mémoire fantastique, leur sens de l'observation les ont sauvés d'une accusation pour meurtre qui, pour la police, n'était même pas une présomption, c'était une certitude. Une semaine plus tard, le 9 avril, en fin de matinée, un exploitant agricole se présente au siège de la police criminelle de Thun. Et c'est le coup de théâtre. « Je viens pour l'affiche du marteau », dit l'homme. « Ce matin, j'ai mon ouvrier italien qui m'a esquinté la porte de l'étable en manipulant une grande pelle. Alors, j'ai voulu aller chercher mon marteau, qui reste toujours accroché auprès de l'établi. Il n'était pas là. Alors, j'ai demandé à Dietriva, c'est mon ouvrier. Il est venu tout rouge et il n'a pas voulu répondre. Et d'un seul coup, j'ai pensé à votre affiche, avec le marteau. Ça serait pas mon marteau, des fois? Et oui, c'est bien son marteau. L'arme qui a servi à fracasser le crâne d'un homme qui, depuis 10 jours, lutte contre la mort à l'hôpital. Dans la chambre de l'Italien, on découvre une serviette de toilette pleine de sang. Au fond d'un placard, un pantalon de velours côtelé, limé aux genoux et taché de sang. Appréhendé, Dietriva nie formellement. Il peut le jurer sur la Madone, il n'est pas un assassin. Et alors, le sang sur la serviette de toilette, sur ton pantalon? Je me suis coupé avec mon rasoir. Le laboratoire est formel, le sang de Dietriva est du groupe O, celui qui attachait le linge du groupe A, comme celui de Walter. Le laboratoire rappelle aussi que sur les vêtements de Walter, on a retrouvé des fibres de velours côtelé. Mais Dietriva nie toujours, aveuglément, avec violence. Aveuglément, c'est bien le cas de le dire. Un policier lui met brusquement sous le nez sa propre photo. Il hurle « Je ne le connais pas !» La police italienne, mise à contribution, fait rapidement son enquête. Les renseignements fournis sont bien mauvais. Illettré, élevé dans un milieu misérable, joueur, buveur, paresseux, violent. L'homme avait quitté depuis 3 mois sa famille et sa Calabre natale, y revenant de temps en temps pour rapporter le produit de ses vols en Suisse. Devant ce rapport accablant, Dietriva avoue. Il lui est arrivé de voler, ça c'est vrai. Mais assassiné par la Madone, ça jamais. Alors le juge d'instruction a une idée. Il va emmener Dietriva au chevet de sa victime à l'hôpital. On verra bien. Le spectacle de cet homme maintenu miraculeusement en vie par les prodiges de la médecine est quelque chose de tellement affreux qu'on ne sait jamais, ça peut déclencher une réaction inespérée. Devant le lit de Walter, Dietriva est livide. Le juge se tait. D'une voix faible, l'Italien articule « Je ne le connais pas ». Et puis encore plus faiblement « Pauvre type ». Et il s'effondre. Et il avoue. Enfin, si l'on veut. Et il était allé se promener sur les bords de l'îlet, avait été abordé par Walter, qui lui avait fait des propositions malhonnêtes. Il s'était débattu, et comme justement il avait un marteau sur lui, il lui en avait asséné 3 ou 4 coups, pour le faire tomber par terre, mais par la Madone. Il n'avait pas voulu le tuer, ni le voler. Amené sur les lieux du crime, il reprend très exactement la position du corps de Walter, là où il est tombé. Il indique exactement l'endroit où il a jeté le marteau. C'est bien là qu'on l'a retrouvé. Reconnaissez que la thèse de légitime défense est bien difficile à soutenir quand on va se promener avec un marteau dans sa poche, d'autant que Walter a la réputation d'être un homme doux, discret et réservé. Un homme doux, discret, réservé, qui a attendu les aveux de son assassin pour mourir, car il meurt le jour même. Et figurez-vous qu'on retrouve chez lui le fameux billet de 500 francs qu'il était sans doute allé ranger avant son rendez-vous avec les Italiens. L'ouvrier calabrais a massacré cet homme à coups de marteau pour quelques francs. Un crime qui de plus a failli engendrer une stupéfiante erreur judiciaire. Qui donc a dit que 100 indices ne constituaient pas une seule preuve? L'ouvrier calabrais Dietriva a été condamné aux assises pour assassinat suivi de vol avec circonstances atténuantes du fait de ses antécédents. Le jury lui a infligé 15 ans de travaux forcés et demandé son expulsion de Suisse. Vous venez d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot.
Production Lisa Soster. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Đâu, đây ạ, đây là muỗng này ha. Hai đứa em là Ủa, thế sao hai đứa em gọi em Mấy muốn 500 mấy Mũ này là mũ mô tô nữa. Mũ này to nữa. Sorry một nha. Cái hộp của em rất là phong phanh. Cái hộp ấy đấy. em khỏi rồi em uống 5 ngày rồi đấy. Thế đây cái hộp không được nữa rồi từ đến lúc về cái gì anh? Hộp Có bị sốt không? Dưới nhỏ thằng chú luôn. Nhất Sốt cơ phải sợ là đã sốt. Sốt phải sợ, sốt là giờ cũng ai đều nhưng bạn không dùng đấy à? Để trong cái hộp cắt Thế này á? Thế thì tí nữa có đi tí để luôn. cái răng này chưa có em mặc bóc trước em bóc lên đây này cái đấy là cái này là cái giải đi đan còn cái kia là chăn rồi thì cái này trong chiếu này mà